Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h03, nous sommes en direct sur Sud Radio pour une émission encore exceptionnelle ce soir. On vit pas dans la même France, une émission qu'on a voulu mettre en avant, que j'ai voulu créer et Sud Radio m'a ouvert les portes pour ça, pour casser les codes, une émission pour faire parler deux mondes qui ne se parlent jamais, qui ne se rencontrent quasiment pas. Les influenceurs, les personnalités publiques qui arrivent à fédérer des centaines, des milliers, des millions de personnes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, voilà. Et ils débattent chaque soir avec des institutionnels, des politiques qui eux ont un peu plus de mal à se faire entendre, se faire comprendre. On voit qu'il y a on va dire, allez, je peux y aller, une grande rupture politique pour certaines personnes et du coup on s'est dit pourquoi pas se servir du canal des influenceurs pour pouvoir dialoguer d'une manière plus simple, plus soft, un peu plus cool. On casse les codes, voilà, c'est un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs, mais quelque part ça permet de parler aux gens qui eux des fois n'y comprennent rien et qui du coup accrochent. Voilà, on a eu des belles surprises, des beaux témoignages, on est très heureux, très fiers de faire cette émission sur Sud Radio et je suis accompagnée comme chaque soir de Mathias. Cœur baby, ton corps baby. En fait, ils ont préparé une playlist pour moi en fait. Ta soul baby. Moi je veux une femme like you. Monsieur le député, vous allez nous chanter ça après. Hein. Non, Vous n'allez pas me faire chanter n'importe quoi quand même. Là. Quand j'ai dit que cette émission casse les codes, si vous saviez. Nous on s'adresse aux jeunes. Hein. En fait, ils ont préparé une vraie playlist sur moi en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias ? Ils ont préparé une playlist tous les soirs. J'ai une musique un peu charo en fait. Alors, monsieur Mathias Rainer, c'est un peu le monsieur des réseaux sociaux. C'est celui qui vous lit, puisque vous êtes tous très actifs sur le live Instagram. @Magali Berda. Merci. Sur le live YouTube. Wow. Sud Radio. Sud Radio, on le rappelle, qui compte plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui est énorme. Je pense que c'est la numéro 1 en France en radio. Hein. Et sur Twitter aussi, X. Enfin, X maintenant. Ah ouais, X. Combien d'abonnés sur X ? Ah, il y a énormément d'abonnés. Hein. On ne sait pas, il y en a plein. Florian va nous le dire. Je suis ravi d'être là ce soir. Comment ça va, Magali ? Eh ben, ça va. Écoute, je suis ravie. Ce soir, on va parler de ce qui se passe en ce moment. Voilà, le budget. Le budget, c'est un problème. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment à l'Assemblée nationale. J'avoue que les Français, on comprend rien. On vous voit tous débattre. Bon, on est un peu paumés. Et ce soir, on va parler d'un sujet très compliqué. Comment garantir l'accès aux soins dans un contexte de contraintes budgétaires, puisqu'en ce moment, on coupe les budgets, on les remodèle, on les renouvelle, on ne sait pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe pour nos hôpitaux ? Qu'est-ce qui se passe pour nos EHPAD ? Et c'est un sujet qu'on va aborder avec la spécialiste des EHPAD. Moi, si je vais draguer en EHPAD, parce que je suis gérontologue, donc j'adore les gens âgés, donc je vais draguer en EHPAD. Ah, donc j'ai pas méchance avec vous alors. Non, désolé. Je l'ai piqué à Cyril Hanouna ce soir. Danielle Moreau, chroniqueuse télé, la chroniqueuse star de Cyril. Alors je sais à quel point Cyril t'aime, mais vraiment c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années. Et pourtant il essaie de te caser. Hein. Il t'aime, mais par contre il veut te caser. Je croyais qu'il essaie de me pécho. J'aimerais mieux, mais non, il essaie de me caser à un autre. Mais tu sais qu'un jour, on n'est pas malentendu. Elle m'a quand même recalé en direct. Hein. Ah bon ? Ouais, je lui ai dit, et moi je peux, elle a dit, non, c'est mort. T'as recalé Mathias, Daniel ? C'est plutôt une bonne nouvelle, allez. Ah non, vous êtes très belle, Daniel. Ah, merci. Alors, Daniel, moi j'ai envie de dire quand même que je t'ai fait faire ton compte Instagram. C'est moi qui te l'ai ouvert. Ouais. C'est vrai, hein ? C'est vrai. C'est vrai parce que je suis tellement nulle là-dedans. Par contre, excusez-moi, mais alors, Daniel, c'est la nouvelle star de TikTok. Est-ce qu'on en parle ? Ma maman surtout a un succès fou. Combien d'abonnés ? Je sais pas, mais c'est les nombres de vues qui sont impressionnants. C'est-à-dire que quand je poste, alors je poste quelquefois des petites vidéos de ma maman quand elle est bien, quand elle est, parce que j'ai envie de montrer qu'en fait on peut avoir Alzheimer, on peut avoir 94 ans et on peut être sur TikTok. Voilà, il n'y a pas de honte du tout, parce que je reçois quand même des messages très sympathique pour 90%, mais 10% de gens qui disent quelle honte de montrer, en gros, quelle honte de montrer quelqu'un d'âgé qui a Alzheimer. Moi, j'ai pas du tout honte. Ma maman, je la trouve toujours aussi belle. Et puis, c'est la vie. Il faut que les gens voient la réalité des choses. Hein. On va pas leur montrer que. Il y a des bons moments. Et du coup, ça fait 500 000 vues. Enfin, il y a de l'engagement. Donc, il y a un gros taux d'engagement, Mathias. TikTok. Bon, Daniel, demain, on se parle. Placement de produits sur TikTok. Placement de produits pour Daniel demain. Des ambulateurs. Alors, ce soir,
soir, tu vas débattre, ma Danielle, avec Joël Aviragnet, qui est député PS de Haute-Garonne, qu'on a déjà reçu, qui vient d'arriver sur le plateau. Merci d'être là, monsieur le député. Alors nous, on va vous appeler Joël. Parce que oui, appelez-moi Joël. Tout le monde m'appelle Joël. Dans le commun, je le savais. Puis en plus, vous avez je le savais. La 8e circonscription de la Haute-Garonne, c'est le commun, je le savais. Vous ne le saviez pas. Non, mais maintenant, je le savais. Voilà. Et alors ce soir, donc Joël, monsieur le député, vous nous faites l'honneur d'être avec nous pendant que tous vos collègues, là, ils sont dans l'hémicycle. Hein. Ah ben non, à 8h, ils sont en train de dîner. Moi, je vais la sauter, mais pas eux. Alors quand vous faites des séances comme ça, jusqu'à minuit, etc., vous avez quand même une pause pour sortir dîner ? Ah oui, on commence à 9h, on finit à 13h, on reprend à 15h, on finit à 20h, on reprend à 21h30 et on s'arrête à minuit. Sauf s'il y a une prolongée, ça dure un peu plus longtemps. Bon là, ils vont pas être à la buvette plutôt après le vote d'aujourd'hui ? Franchement, en ce moment, on n'a pas trop, c'est pas trop l'ambiance à la buvette. C'est vrai ? Non, puis la buvette, c'est sérieux, franchement. Tout le monde imagine que c'est. Mais non, je vous assure. Mais venez, je vous invite, je vous la montre. Eh ben, vous voulez que je vous dise ? Vous n'avez pas le droit d'y rentrer, mais je vous ouvrirai la porte discrètement. Alors, annonce officielle sur Sud Radio, la semaine prochaine, mardi soir, si vous me cherchez, je suis à la buvette de l'Assemblée nationale avec Mathias. On emmène Daniel, on emmènera Daniel. Ah ouais. Et ben on va y aller. Parce que la moyenne d'âge est un peu. Ah bah là c'est ta cible, Daniel. Je peux pécho là-bas, non, un peu. Ça devient difficile. Ah c'est vrai. Ah mince. Ah ouais, ça devient difficile, franchement. Après quelques verres à la buvette. Tout est possible. Voilà. Daniel a pécho en viager. Daniel. Joël, j'ai une question. Mardi soir, vous êtes à l'Assemblée ? Oui. Eh ben on sera là avec vous. Vous nous emmenez à la buvette ou pas ? Ah, je vous ai pris au mot, moi. Ah oui. Mardi soir, je sais pas. Ah bon, alors quand ? Ça dépend. On va prendre rendez-vous tout à l'heure en sortant, on en parle ensemble. Et Daniel, parce que là on est sur un plateau qui est dédié particulièrement aux gens qui sont en rupture avec la politique, qui ne comprennent pas grand-chose, notamment beaucoup de jeunes, etc. Daniel, on le rappelle, notre TikTokeuse nationale, qui est là pour nous parler de son expérience. Alors Daniel, tu es journaliste, tu es chroniqueuse bien connue du grand public pour ton humour bienveillant et ton authenticité. On t'a d'abord découverte aux côtés de Sophie Davant dans C'est au programme, avant que tu ne deviennes une figure incontournable de Touche pas à mon poste, et aujourd'hui de TBT, tout beau tout neuf. Derrière ton franc-parler et ton rire communicatif, tu évoques souvent ta maman, cette femme douce et discrète qui occupe une place immense dans ta vie. Votre relation fusionnelle touche beaucoup de gens. Elle incarne la tendresse, la complicité et la force d'un amour familial indéfectible. C'est pour ça que je voulais te recevoir ce soir, parce que tu es la mieux placée pour nous parler de tout ce qui se passe en ce moment, comment tu vis avec ta maman aujourd'hui, ses restrictions budgétaires, etc. Donc avant de commencer, je voudrais savoir comment toi tu vas, madame Daniel. Pas très bien, mais... Comment ça, pas très bien ? C'est rare qu'on me demande ça, en fait. Eh bien, moi, j'ai envie de te demander ça. Comment toi, tu vas, ma Daniel ? Là, je suis un peu au bout du rouleau. T'es fatiguée ? Ça fait 6 ans. 6 ans que tu vis cette... Ça fait 6 ans que je vis dans un 42 mètres carrés avec ma maman qui a maintenant 94 ans, qui a Alzheimer depuis 6 ans. Et cette maladie, alors elle est heureuse de vivre, elle est souriante tout le temps, elle se réveille le matin avec la banane, ça c'est ma récompense, parce que franchement, elle n'a pas d'autres, jusqu'à il y a un mois, parce que là ça se gâte un peu, mais elle n'avait pas d'autres pathologies, donc elle ne souffre pas. Et comme évidemment elle est à la maison avec la personne qu'elle aime le plus au monde, c'est-à-dire moi, quand je ne suis pas là, il y a des dames très bienveillantes qui viennent s'occuper d'elle, donc elle est choyée, c'est comme une petite princesse. Donc franchement, c'est une maladie, quand je vois ma maman, qui me fait presque pas peur, parce que je la vois heureuse, elle mange bien, elle mange que ce qu'elle aime, elle est c'est une reine, quoi. Mais en revanche, c'est plus dur pour les aidants. Et puis c'est dur humainement, évidemment, parce qu'on n'est pas prêt à voir sa maman décliner comme ça, et c'est dur aussi. En fait, moi je dis qu'il y a pratiquement pas 50-50, mais c'est très dur humainement, mais c'est aussi très dur parce qu'on n'aide pas les aidants. Moi, c'est ma phrase, c'est on n'aide pas les aidants. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, il faut que c'est bon pour la société et pour les personnes elles-mêmes, les garder le plus possible à la maison, et on ne fait rien. Il n'y a pas eu un seul progrès, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu, moi, ce que je reproche aux politiques, le plus gros reproche que je ferais, c'est le manque d'anticipation. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, ça c'est sûr. Mais l'augmentation de la moyenne d'âge, on pouvait facilement l'anticiper. On vit beaucoup plus vieux qu'avant, mais c'était facile de le deviner, et il n'y a rien eu de fait, quoi. Est-ce que tu te sens un petit peu abandonné ? Ah oui, complètement. Mais quand je parle avec d'autres aidants, c'est exactement ça. Elle n'a
je n'ai pas trouvé un médecin généraliste qui accepte de venir à la maison. Donc son médecin traitant, c'est un médecin que j'ai eu par hasard sur Doctolib pour un peu une urgence un jour en visio, et c'est lui qui me fait les ordonnances. Pourquoi il vient pas chez toi? Mais pas que chez moi. Les médecins généralistes ne viennent plus à domicile. Il y en a à peu près 1 sur 10 qui vient à domicile, et ils sont évidemment chargés, débordés. Et je leur dis en plus, mais faites au moins des listes d'attente. Je vais pas vous appeler tous les matins pour savoir s'il y a une place. Et toi, tu habites en ville. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une période. Alors moi, il y a eu une période. J'étais enfant. Je vis toujours là où je suis né, donc je peux comparer parce que j'ai pas bougé de chez moi. Quand j'avais 10 ans et que j'avais un petit peu mal à la gorge, donc quand j'avais 10 ans, c'est il y a 50 ans, mon médecin généraliste, on disait pas médecin traitant, on disait médecin de famille à l'époque. Il venait dans la demi-heure, j'avais un petit problème, il était là. Une dame de 90 ans qui a Alzheimer, personne ne se déplace pour elle. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 30 médecins et à la fin, je finissais en disant, je vous enverrai le faire part de décès de ma mère, et je raccrochais. Je n'en pouvais plus. Donc voilà, mais ça, c'est le quotidien. Quand tu te lèves le matin. Quand je me lève le matin, j'attends l'infirmière pour faire la toilette au lit, bien sûr. Et pendant 4-5 ans, j'ai pu la laver au lavabo. Elle tenait encore debout. Le problème, c'est que comme elle avait plus de force, il y a eu une période, et c'est très très courant chez les Alzheimer, qui est de l'agressivité. Oui. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me penchais pour lui laver les jambes, elle m'arrachait les cheveux. Oui. Donc j'avais trouvé une solution. Parce que alors moi, je suis la MacGyver d'Alzheimer, je m'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, je mettais mon bonnet de piscine, c'est mon bonnet de bain sur la tête, parce que comme ça, elle essayait de m'arracher. Parce qu'en fait, il faut, quand vous avez quelqu'un d'agressif, mais que c'est votre maman et que c'est parce qu'elle est malade et pas du tout parce qu'elle est méchante, parce que c'est ça, c'est dur de voir vraiment, mais la méchanceté dans les yeux. Et alors qu'on sait très bien que c'est son démon intérieur, c'est pas elle, mais c'est dur à prendre quand même quand elle vous insulte, qu'elle vous griffe. Et donc, il faut pas lui faire mal, et il faut aussi se défendre, parce que moi, j'avais peur qu'elle me fasse vraiment mal, qu'elle me casse un doigt. Enfin, oui, elle me griffait, elle me mordait tous les jours. Enfin, donc j'avais des petits trucs comme ça. Bon, et puis là maintenant, c'est le lit médicalisé. Mais alors voilà, là un truc. Mais je me dis, les gens ne le savent pas, et c'est honteux, quoi. C'est-à-dire que la sécurité sociale rembourse quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que ma maman, elle a droit, comme plein de gens, au passage d'un infirmier le matin pour lui faire la toilette, et le soir pour m'aider à la coucher, parce que je ne peux pas toute seule, je peux plus la soulever, tout ça. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mon quartier, ma région, enfin bon, je ne trouve pas le même infirmier qui vient le matin et le soir. Et en fait, la Sécu ne rembourse le matin et le soir que si c'est le même infirmier qui vient. Oui. Parce que c'est un forfait journalier, je crois. C'est assez récent, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, les infirmiers. Et ça, mais qui a pris cette décision-là? Et c'est des gens qui ne sont pas sur le terrain, des gens qui ne savent pas ce qu'on vit. Moi, ça me coûte, c'est 33 € chaque soir pour que quelqu'un passe, du coup, faire le boulot que l'infirmier devrait faire et auquel j'ai droit. Je paye 33 € tous les soirs, multiplié par 365, ça fait à peu près 9 000 € je crois, et je paye ça par an, en plus de tout le reste, parce que quelqu'un dans un bureau qui n'a jamais vu une personne âgée de sa vie, j'en sais rien, s'est dit, voilà, on va faire... ça n'existe pas, l'amplitude d'un infirmier, il ne peut pas passer à 8h le matin et à 21h. Justement, on aura la réponse de Joël Aviragnier, qui est député PS de Haute-Garonne, qui va répondre sur ce que vient de dire Daniel Moreau et son quotidien qui est très douloureux, qui est ce que vivent aujourd'hui énormément de gens qui se retrouvent dans ton histoire. C'est pour ça que j'en t'aime autant d'ailleurs, parce que tu es un symbole pour eux. À tout de suite sur Sud Radio. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Et gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger entre 7h et 10h et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances. Les Instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h19, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, une émission très particulière puisqu'elle concerne les malades, les soignants, les restrictions budgétaires, comment garantir l'accès aux soins dans un contexte de contraintes budgétaires. Et on reçoit ce soir, pour nous parler de son parcours, de sa vie, de son témoignage, Daniel Moreau, chroniqueuse TV, journaliste, star de Cyril. On l'a volé à Cyril ce soir, pardonne-moi Cyril, je pense qu'il va m'envoyer
m'en vouloir. Et tu débats ce soir avec Joël Aviragné, quoique la cause est bonne, il m'en voudra pas, je suis sûre. Porte-parole des EHPAD. Joël Aviragné, qui est député PS de Haute-Garonne, qui m'a invité à aller à la buvette de l'Assemblée nationale. Elle est comme une folle, Magali, là. Moi, C'est le seul endroit que tu connais pas l'Assemblée, toi. Moi, je suis comme une ouf. Ah bon Ouais. Ah ben là, on va apprendre des choses. Alors, racontez-moi ce que vous connaissez. Parce qu'il s'en passe à Je l'Assemblée. quand connais même. toute l'Assemblée nationale, de fond en comble. Ah C'est ouais. vrai. Oui. Alors, parlez-moi des combles. Alors, sauf les combles, je ne suis pas. J'aurais très peur d'y aller. Je me dirais, qu'est-ce que je fous là? Mais par contre, la buvette, ça m'intéresse aussi. Non, je rigole. Non, mais c'est un lieu spectaculaire, un lieu magnifique, l'Assemblée nationale, que je regrette de ne pas avoir visité plus tôt et d'y être allé quand j'étais enfant. Ça appartient à tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est la maison du peuple. Voilà. C'est ce qu'on m'a Merci. dit et c'est ce que j'ai appris. Je ne le savais pas. Je suis rentrée et on m'a dit ici, c'est la maison du peuple. oui. T'as bien été reçu en plus, j'étais témoin. Sauf Comment par une personne, mais t'as bien été reçu sinon. Oui, il y en a un qui n'était pas content que je sois là, mais bon, après il s'est excusé, ça va. Sinon, les autres étaient très très accueillants. Alors, Joël Aviragné, vous êtes député socialiste de la Haute-Garonne, reconnu pour votre engagement constant en faveur de la justice sociale et du service public. Vous êtes attaché à votre région et à ses habitants. Vous défendez avec conviction les valeurs de proximité, d'écoute et d'équité. Votre parcours marqué par une grande fidélité aux principes du socialisme qui reflète votre volonté d'agir concrètement pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Je le fais bien, hein? Il est beau, hein, ce portrait. Hein. À l'Assemblée nationale, comme sur le terrain, vous portez une voix sincère, pragmatique et profondément ancrée dans la réalité des territoires ruraux. Est-ce que vous êtes touché, Joël Aviragné, monsieur le député, par ce que vient de nous raconter Daniel Moreau? Ben évidemment que je suis touché. Moi, je me mets à sa place. Enfin, je veux dire, s'occuper de ses propres parents, ce n'est facile pour personne. Ça vous renvoie tout un tas d'émotions. C'est à la fois, on ressent bien, en plus, c'est des émotions ambivalentes. C'est l'amour, en même temps la difficulté. Et c'est tout ça qu'il faut gérer humainement. C'est ça. Moi, je dis bravo, quoi. Hein. Enfin, moi, je crois que je ne serais pas capable. Voilà. Est-ce que tu t'oublies pas un peu, Daniel, dans tout ça? C'est ce qu'on me dit, mais bon, je m'en rends pas vraiment compte. Et puis bon, nous, mon histoire est particulière. On a toujours vécu ensemble, en fait, dans cet appartement. Donc voilà, je me voyais pas l'acheter dehors. Toi, tu veux pas du tout la mettre en EHPAD? Ah non, mais en fait, j'anticipe toujours l'étape d'après. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on arrive à la faire marcher jusqu'aux toilettes. Il y a une petite marche. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai pas assez de moyens pour changer d'appartement. Donc on est dans un appartement d'abord au 4e étage sans ascenseur, donc elle sort pas de l'année. Donc j'ai réussi à l'emmener en vacances cet été, mais on en parlera parce qu'on est puni quand on emmène les gens âgés en vacances. Bah là aussi c'est une aberration complètement, enfin c'est dingue. Et donc j'ai réussi. Mais c'est vrai que voilà, il y a une petite marche parce qu'ils ont acheté cet appartement. Mes parents, ils avaient 30 ans, donc ils pensaient pas évidemment à la vieillesse. Donc il n'est pas du tout fait pour. Et puis même si je sais qu'il y a quelques aides, s'il faut faire. Oui, pour l'aménagement, la mon baignoire. appartement est tellement petit qu'on peut. Je faire peux rien renseignez-vous faire. auprès de l'ARS. J'ai fait venir une ergothérapeute, je crois, ça s'appelle, il me semble, pour justement analyser. Mais il n'y a pas grand-chose, on peut pas améliorer. Mais j'ai par exemple acheté déjà la chaise percée à roulettes, comme ça, si je peux plus l'emmener aux toilettes, il y a l'étape d'après. Et là, dans parce ces que cas-là, je veux repousser en fait les limites. Monsieur le député, Daniel, t'as quel âge? 62 ans. Ok, on a une Danielle qui a 62 ans, qui doit gérer sa maman qui ne peut plus sortir puisqu'il n'y a pas d'ascenseur dans son immeuble. Est-ce qu'il existe des moyens de la reloger, de l'aider? Comment on laisse deux femmes comme ça dans un immeuble au 4e étage sans ascenseur? Alors, je veux quand même, parce que les gens, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, les gens vont se dire, ah ouais, mais elle travaille à la télé, elle pourrait déménager. En fait, ce qu'il y a, c'est que d'abord, bon, je suis très privilégiée par rapport à beaucoup de gens, ça c'est sûr et certain. J'ai des économies, pour l'instant je plonge dedans, mais j'ai des économies, beaucoup de gens n'en ont pas, donc je veux pas du tout me faire plaindre au point de vue financier. En revanche, c'est aussi le fait, parce qu'on l'a vu venir, là, de toute façon, on pensait pas à Alzheimer, mais on l'a vu venir, mais nous, c'est vrai que mon père a tout fait dans cet appartement, il est mort quand j'avais 10 ans, on était attachés, enfin 12 ans, on est tellement attachés à cet appartement qu'on n'a pas été raisonnable, on n'est pas parti au moment où on aurait pu. Et maintenant, avec tout ce que j'ai, envisagé un déménagement, la sortir de son espèce... Je voyais, j'enlève même pas le sapin de Noël depuis 3 ans, on a un sapin synthétique, heureusement, mais je vois qu'elle le regarde toujours avec des yeux émerveillés, et comme elle s'intéresse plus beaucoup à beaucoup de choses, je n'ose plus l'enlever. Donc vous voyez, j'essaye de lui conserver cette carapace, donc on s'est un petit peu enfermé dans cette maison.
Mais je pourrais peut-être quand même financièrement, ça serait très compliqué, mais je pourrais peut-être le faire. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui font qu'on s'est un petit peu enfermé dans cet appartement. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même savoir s'il y a des aides pour d'autres gens. Et pour les gens, monsieur le député, qui n'ont pas les moyens, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? C'est l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. L'éducateur que je suis retombe à l'enfance. Oui, voilà, j'associe. Mais c'est l'aide sociale. Après, c'est les départements. Par exemple, quelqu'un qui va dans un EHPAD. Un EHPAD, c'est combien par mois? C'est entre 2005 et 3000. Et encore, c'est très bas. Vous en trouvez à 2005 3000 à la campagne, c'est ça. Ouais, parce que c'est plutôt 4000, on va pas se mentir. Par mois. Par mois. Alors imaginez qui peut payer ça. Donc si vous ne pouvez pas payer, c'est l'aide sociale. C'est l'État qui prend le relais. Mais il y a un recours sur succession. Donc, ça veut dire qu'au décès de la personne, s'il reste des biens, il peut y avoir remboursement de tout ou partie. Et oui, c'est ça la loi. Il y a d'abord obligation pour les enfants. Parce que moi, quand ma grand-mère a été... je me souviens très bien, c'était avant l'an 2000, c'était des francs. Quand ma grand-mère a été mise en EHPAD, parce qu'on a été obligés, elle avait eu 2 enfants, donc ma mère et ma tante. Elle-même avait eu un enfant, on était donc 4, on avait obligation de payer, et je me souviens que je payais 2000 francs par mois pour ma grand-mère, alors que je gagnais, je crois, 5000 francs. Oui, non, mais ça, on commence. Non, mais il faut que les enfants doivent payer pour leurs parents, évidemment. Oui, mais tous les enfants n'ont pas les moyens. Voilà, si les enfants sont au SMIC, il n'y a pas de moyen. Alors, on revient juste après ça, on va continuer cette discussion sur le prix des EHPAD. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient là-dessus avec Daniel Moreau et Joël Aviragnet. C'est super intéressant. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France et ce soir on reçoit Daniel Moreau, notre chroniqueuse télé nationale, journaliste, notre star internationale. J'ai bien fait de venir. Hein. La femme aux 1000 hommes qui débat ce soir avec Joël Aviragnet, député PS de Haute-Garonne. Vous êtes marié, Joël? Oui. Ah, pardon. Bon, dommage, Daniel. J'allais vous lancer sur un sujet avec Daniel, mais du coup c'est mort. Non, ça y est, on arrête. Il s'appelle Thierry. Ah, il s'appelle Thierry. Mais voilà, donc vous n'avez aucune chance. Thierry. Il aurait fallu enlever Daniel, enlever 2 LE à la fin. J'ai la double possibilité, donc on oublie. Que chez nous, ça arrive. Vous avez vu, écoutez, vous vouliez de l'authentique, vous avez de l'authentique. C'est très bien. Nous, on adore la vérité. On embrasse Thierry, du coup. On embrasse Thierry. On embrasse. Non, attends. Vous surtout, d'ailleurs. On peut quand même l'embrasser amicalement. Moi, je l'embrasse, Thierry. Salut, Thierry. Thierry, si vous nous entendez, je suis désolée. J'ai voulu récupérer votre mari et le mettre chez Daniel. Voilà. Bon, alors, on parlait juste avant cette petite pause des EHPAD. Alors, monsieur le député, vous nous avez appris quelque chose parce que cette émission, elle est faite pour les gens qui sont en rupture politique, qui comprennent rien. Et du coup, vous nous avez appris que l'EHPAD, alors à savoir, parce que moi, je ne le savais pas, ça coûte en moyenne 2500, 3000 euros pour les moins chers par mois. Les moins chers. Donc une personne aujourd'hui, une personne âgée qui est seule, qui ne peut pas rester à la maison parce qu'elle est seule. Daniel nous expliquait les problèmes parce que la maman de Daniel a de la chance d'avoir Daniel. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une fille avec eux pour s'occuper d'eux comme ça. Donc ces gens-là, ils sont obligés d'être en EHPAD. Comment ils font pour payer leur EHPAD ? Tout dépend de leur retraite. La plupart de leur retraite y passent, et ensuite c'est la famille, et ensuite au décès. Et si la famille ne peut pas, ou s'il n'y a pas de famille, c'est l'État qui se substitue, mais il y a un retour sur héritage, dans une récupération. Il faut voir les conditions des EHPAD. Hein. Moi, ma grand-mère, c'était 6 000 euros par mois l'EHPAD. C'est les frères de mon père qui payaient avec mon père. Et c'était blindé, on le sait. Non, c'était une bonne EHPAD. Mais moi, j'ai des copains à moi, leur grand-mère était dans les EHPAD. Il faut voir les conditions catastrophiques. Et c'est pas forcément. Et c'est pas une question de coût. Parce que chez moi, c'est l'EHPAD de l'hôpital est un très bon EHPAD. Avec du personnel dévoué, proche. Vous savez, moi, j'étais directeur d'établissement pour enfants. Il suffit de rentrer dans un établissement pour sentir l'ambiance. Il n'y a pas besoin de discours. Quand les salariés, quand les infirmières, les aides-soignantes vous disent bonjour, on le sourire, on sent qu'il y a de la bienveillance.
Voilà. Mais c'est quand même honteux qu'il y a certaines EHPAD où c'est dangereux même pour les personnes âgées. Oui, on a vu quand même les scandales qui ont concerné des sociétés privées qui embauchaient. Attention, oui. C'est ça, c'est que moi je connais une dame qui a eu des escarres, c'est-à-dire vraiment des choses énormes. C'était 7 000 € par mois. C'était en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça va toujours dans les salons. C'est-à-dire quand on arrive au rez-de-chaussée, c'est toujours très beau. Vous avez des animations et tout ça. C'est mais le c'est traitement après derrière, quand vous montez dans les étages. Et en fait, vraiment le plus gros problème que j'ai moi à la maison, en la gardant à la maison, et qu'il y a dans les EHPAD, c'est le manque de personnel. Moi, les infirmiers qui viennent le matin faire la toilette de maman, mais je me dis, mais si je n'étais pas là, ils passent déjà tellement peu de temps, mais ils osent quand même pas la brutaliser, le machin, parce que. Mais souvent, c'est pas une question de personne, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et là, quand je dis brutaliser une personne âgée, c'est pas évidemment. Il doit y avoir 1% d'infirmiers ou de gens en EHPAD qui brutalisent vraiment les personnes âgées, mais déjà une personne comme ma maman qui hurle dès qu'on lui touche à peine un doigt, qui est très fragile, très sensible, déjà vouloir aller vite avec une personne âgée, c'est déjà presque la brutaliser pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est malheureusement parce qu'ils savent qu'ils en ont 10 à faire dans la matinée, et on est même bien content qu'ils en fassent 10 parce qu'on n'en trouve pas. Donc c'est tout un système qui fait que et le nerf de la guerre, c'est le quota minimum, c'est un salarié pour une personne accueillie en EHPAD. Et actuellement, de mémoire, il y en a 8 salariés pour 10 personnes accueillies dans le public et 7 dans le privé. Voilà. Oui. Donc il en manque en effet, on est tout à fait d'accord, bien sûr. Alors, il y a une question pour Daniel sur les réseaux par rapport aux médecins traitants tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il faudrait dédier une plateforme comme Doctolib, mais uniquement pour les personnes âgées qui ont besoin de soins à domicile? Alors oui, il y a quelque chose. Alors tiens, je veux le dire parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a moi dans ma mairie, il y a un bureau dédié aux personnes âgées. Elle ne le savait même pas. Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle Medicalib, qui est l'équivalent de Doctolib pour les infirmiers. Tu vois, ils ne savaient pas les gens sur. Non, mais c'est incroyable parce que même cette personne qui était censée nous renseigner, moi je l'ai découvert par hasard. C'est comme ça que j'ai trouvé mon infirmier du matin, mais qui ne peut pas faire le soir. Mais déjà, ça existe. Ça s'appelle Medicalib. Donc alors c'est pas dédié aux personnes âgées, c'est pour trouver des infirmiers. On demande si, alors oui, on peut aller en cabinet, mais on peut aussi demander à domicile. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vous répondent dans les 2 heures. En fait, dans les 2 heures, vous avez des propositions. Enfin, moi j'en ai une, mais c'est déjà. Alors, donc ça, Medicalib, c'est hyper important parce que apparemment tout le monde ne le connaît pas. Donc, très bonne info. On va prendre Gérald, qui est un de nos auditeurs. Bonsoir Gérald. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Gérald. Qu'est-ce que vous pensez rassurez-moi, vous n'êtes pas Gérald Darmanin. Non, je rigole. C'est la petite blague. Non. J'ai vraiment des blagues nulles. Hein. Gérald, vous en pensez quoi? Celle-là, oui. Oui, c'est vrai. T'imagines, il y a un soir, t'as Gérald Darmanin qui t'appelle, il dit « Salut, c'est Gérald. » Pour un sujet concernant, en prison. Non, il est sorti, Nicolas. Oh là là, t'es pas à la page. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, Gérald, de tout ce que vous venez d'entendre? En fait, je suis Gérald Darmanin, donc vous avez... moi, ce que j'en pense, je vais vous dire, c'est la honte. C'est une honte, la France. Quand je dis la honte, c'est les ARS, le ministère de la Santé et tout le gouvernement. Moi, je peux vous annoncer que dans de nombreuses EHPAD, moi je suis dans Lyon, vous avez, alors j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas qui disait, moi j'ai vu des EHPAD, parce que j'étais aussi dans la fonction publique d'une part et je faisais du syndicat. Vous avez parfois dans les EHPAD une infirmière quand c'est bien, une aide-soignante pour 2 étages et pour la nuit. Donc c'est hallucinant ce qui se passe. D'accord. Quand on voit les milliards qu'on cotise à l'année, et quand je vois que les EHPAD sont fermés les unes après les autres, ou les uns après les autres, pardon, et que à partir du moment où on a un certain âge, on n'est plus bon à rien, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour mes anciens, on n'est plus bon à rien, donc on fait quoi? On va les mettre ouf. Vous avez posé une bonne question. Moi, je suis donc à côté de Coulon-sur-Yonne. Il y avait un EHPAD. D'accord? Cet EHPAD a été fermé par l'ARS pour des raisons qui sont diverses et variées. Qu'est-ce que sont devenus les patients? Les patients étaient au bout. C'était des patients qui avaient 20 ans de boîte, on va dire. Ils étaient dans cet EHPAD. Ils étaient quand même pris en charge par une équipe, par un médecin qui venait de temps en temps les voir à la semaine pour faire des examens. Cet EHPAD a fermé pour je vous dis des raisons, moi, qui me dépassent. C'était soi-disant que ça revenait trop cher, ça a été soulevé tout à l'heure. Mais les patients, pour la plupart, ont été mis après comme des sacs à patates dans soit la famille qui accueille, soit ils retrouvaient une maison,
soit ils mourraient très rapidement, parce que quand vous avez 75, 80 ans et qu'on vous jette comme un sac à patates, je trouve ça lamentable. Alors monsieur le député n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Enfin, non, je pense qu'il faut regarder qui gérait l'EHPAD. Parce que la question est souvent là, qui le gère, comment et de quelle manière. Parce que quand les ARS se font fermer, c'est que... C'est quoi les ARS pour ceux qui nous écoutent? Ah oui, l'Agence régionale de santé. D'accord. C'est le préfet de la santé. D'accord, c'est le préfet de la santé, ok. Voilà, les préfectures de santé, c'est-à-dire c'est le prolongement de l'État au niveau des territoires. Quand ils ferment généralement, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité pour les personnes. Parce que moi j'ai connu ça sur ma circonscription, les personnes ont été accompagnées, etc. Et pour éviter la fermeture, on a trouvé une autre association gestionnaire. Parce qu'à un moment donné, ceux qui géraient ne faisaient que du fric aux dépens des personnes. Ouais. Et c'est souvent ces questions-là qu'il faut... Enfin, là, je ne connais pas la situation, donc je ne vais pas répondre. Mais moi, il me semble que les ARS accompagnent. De ce point de vue, là-dessus, on ne peut pas le reprocher. Quoi. Mais est-ce que vous comprenez que les gens ont le sentiment que la santé passe au second plan dans notre pays? Que, comme dit Gérald, on est un pays surtaxé, on est un pays qui paye des taxes nos limites, on dirait. C'est tout le temps une taxe en plus. La dernière fois, on parlait des taxes maintenant sur les bonbons, les taxes sur tout ce que vous voulez, mais finalement, non, mais c'est ce que nous explique Gérald, Gérald, si je me trompe pas. Oui, j'ai entendu, mais j'ai compris, mais vous pouvez pas tout mélanger. Le budget de la sécurité sociale, vous savez, moi je vais en Afrique, soit au Sénégal, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous mourrez. Oui, non, mais ça, j'entends. Ce que je veux dire. Mais il y a toujours pire ailleurs, on le sait. Alors, mais ma question, c'est que après, au Sénégal, ils n'ont pas non plus les taxes que nous avons en France. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de vie, ils n'ont pas les mêmes revenus. Bien sûr. Etc. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de chômage, et pas de sécurité sociale. Mais je pense que si. Donc nous, on a des taxes aussi, parce qu'on a, surtout des. Ils ne payent pas 33% d'impôts non plus. Les classes moyennes payent. Non, moi, 33%, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Non, mais je dis un chiffre au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils payent pas. Vous dites un chiffre au hasard, mais il faut être précis. Si vous comptez les charges, vous avez vu ce qu'on a en brut et ce qu'on a en net à la fin du mois, salarié lambda. Non, mais vous payez. Non, mais ça, c'est des cotisations. Vous payez la Sécu, la retraite et le chômage. On va relâcher Gérald. C'est les assurances. Merci Gérald. Vous ne pouvez pas avoir la sécurité sociale et pas payer. Non, mais on ne peut pas comparer. Je ne peux pas intervenir une minute de plus. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Une minute, ça va être compliqué, mais 15 secondes, je vous les laisse. C'est gentil. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vu les cotisations, les taxes et les impôts, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ferme des EHPAD. C'est ça. Et où va cet argent? La question est posée. Merci à vous, Gérald. Merci d'être intervenu. Et restez pour écouter la suite, parce qu'à mon avis, on va avoir des réponses ce soir. À très vite, Gérald. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est une question qui est légitime et que beaucoup de Français se posent aujourd'hui. Et surtout... Pourquoi on ferme les EHPAD? Non, mais en fait... Où va l'argent? Où va notre argent? Mais dans les budgets de l'État. Alors, il y a deux budgets. Le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Les cotisations, c'est la sécurité sociale. Ça sert à payer les hôpitaux, les soins en général. Mais oui, mais ils ferment tous un par un. Non, les EHPAD, ils ne ferment pas. Actuellement, ce qui se passe... Parlons des EHPAD. Les EHPAD qui ferment, c'est parce qu'on manque de clients, entre guillemets, de personnes. Depuis le Covid... C'est parce qu'ils ne peuvent pas payer, les gens? Non, depuis le Covid, on va bien moins en EHPAD qu'avant. D'abord, on y va de plus en plus tard. La moyenne d'entrée, c'est 85 ans. Et on y va quand on est médicalisé. C'est-à-dire qu'avant ça, on reste chez soi avec des services à domicile. Ou maintenant, dans les RPA aussi. Les RPA, résidences pour personnes âgées. Oui, les résidences seniors, j'allais dire, c'est ça. Et on fait ça. Souvent, on y va pour ne pas être seul. Et donc, ça coûte nettement moins cher. Mais l'EHPAD, ça devient complètement médicalisé. Oui, mais Daniel nous dit qu'à la maison, ça devient compliqué aussi pour être médicalisé. Et oui, à la maison, ça devient... À un moment donné, c'est pour ça que je trouve qu'elle a beaucoup de courage, parce qu'à un moment donné, à la maison, quand ça demande de tels soins, mais ça devient compliqué. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vous le gagner, le paradis, quand même. C'est les angoisses. Moi, je pense à ma grand-mère, qui est plus de ce monde, malheureusement, aujourd'hui. Mais moi, ma grand-mère, elle avait une phobie d'aller en EHPAD. C'était hors de question. Et la vérité, on l'a gardée, on s'est battu jusqu'au bout pour la garder à la maison. Parce que pour elle, c'était une souffrance et c'était une crise d'angoisse. Et c'était sa pire, je pense que c'était son pire cauchemar d'aller en EHPAD au vu de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, des histoires qu'on raconte, etc. Ils se sentent abandonnés aussi. Ils se sentent abandonnés. On revient juste après ça pour continuer dans ce débat qui est très intéressant. Comment garantir l'accès aux soins dans un contexte de contraintes budgétaires aujourd'hui, avec Daniel Moreau et Joël Aviragnet, monsieur le député PS de Haute-Garonne. À tout de suite sur Sud Radio.
Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, on revient en direct, on vit pas dans la même France, avec ce soir un débat sur la santé, l'accès aux soins, comment garantir l'accès aux soins dans un contexte de contraintes budgétaires, et on reçoit pour débattre de ce sujet la spécialiste Danielle Moreau, chroniqueuse TV, qui vit malheureusement des moments compliqués avec sa maman qui est atteinte d'Alzheimer et qui se retrouve seule à devoir s'occuper d'elle à la maison, qui se sent complètement abandonnée aujourd'hui par l'État français. Et ce qui est le cas de énormément de Français. Danielle est un peu un symbole pour beaucoup. Elle va débattre elle débat depuis tout à l'heure avec Joël Aviragnet, qui est député PS de Haute-Garonne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Joël, monsieur le député, le droit à la santé, est-ce que c'est pas en train de devenir un privilège ? Il ne faut pas que ça le devienne. Mais c'est déjà, peut-être, non ? Non, je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais il faut qu'on soit vigilant, bien sûr. Daniel, alors tu après, penses qu'on y est, toi ? quand on parle des personnes âgées, on n'a aucune politique publique réelle en France concernant les personnes âgées. Moi, j'étais éducateur, un gamin qui a des problèmes, qui a un handicap, qui est en situation de handicap, il est pris en charge par l'État, c'est-à-dire des écoles spécialisées, etc. Pour les personnes âgées, non. Ça n'a jamais été mis en place. Et c'était prévu, parce que là, alors je voulais le dire en 2 mots, la Sécurité sociale avait une dette, remboursée, je crois, 12 milliards par an, qui était remboursée en 2021. Le Covid est arrivé, on a pris 10 ans de plus. Oui. Voilà. Alors, et cet argent, il avait été prévu. Malheureusement, il y a eu le Covid. Monsieur le député, tout à l'heure, vous nous avez dit que les EHPAD sont quand même un endroit où on s'occupe bien des gens, etc. etc. Oui, pour la plupart, oui. J'ai une question pour vous, du coup. Est-ce que vous iriez en EHPAD ? En toute sincérité, je veux la vérité. Ah oui, non, moi j'aime trop la liberté pour être enfermé dans un EHPAD, ça c'est sûr. Et en plus, quand viennent me torcher, jamais la vie. Ouais, mais ça, je ne pourrais pas le supporter. Alors je ne sais pas comment je ferais, j'essaierai d'abord. Vous comprenez les Français aujourd'hui, comment on fait pour les aider, ces gens ? Mais bien sûr que je le comprends. Et il faut, nous on se bat pour trouver des financements. Mais ça veut dire quoi, des financements ? Tout ce qu'on a, ils sont déjà utilisés. Regardez l'hôpital, combien ça coûte. Les gens vieillissent de plus en plus longtemps, sont davantage malades, de plus en plus de soins, du matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus coûteux. Donc les budgets, ils passent là pour l'essentiel. Et toi, Magali, tu iras en EHPAD ? Non. Ah non, mais moi je le dis, c'est impossible. Il y a 99% de la population qui n'a pas envie. Mais bon, qu'on n'ait pas envie d'aller en EHPAD, c'est tout à fait normal, parce que, mais c'est qu'il y a des vrais scandales, quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup d'aides à domicile, parce que j'en ai eu beaucoup, il y a un turnover, qui sont devenues aides à domicile parce qu'elles étaient en EHPAD et que parfois elles avaient 14 Alzheimer pour une seule personne, une seule aide-soignante. Et quand je vois le travail que ça prend, moi par exemple, ma maman, je lui prépare, je peux par exemple lui préparer des petits bouts de fromage sur une assiette en carton, elle va manger l'assiette en carton. C'est ça la maladie d'Alzheimer au quotidien. C'est quelqu'un, enfin je ne conçois pas, moi je cours faire la vaisselle, je reviens vite toutes les 2 minutes pour voir si elle fait pas une bêtise. C'est comme si vous aviez un bébé en équilibre sur son berceau, une dame qui a Alzheimer. La fatigue, toi, donc je me dis, travail aussi, de ta vie au quotidien. Oui, mais disons quand je suis moi toute seule à la maison avec, parce qu'heureusement quand je pars, j'ai les aides à domicile qui font comme moi, qui surveillent, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que ce soit moi ou une autre, c'est une surveillance quasiment de chaque instant. Et je me dis, mais comment est-ce que je pourrais m'occuper de 14 personnes comme ma maman ? C'est imfaisable. Eh ben, on paye des milliers d'euros pour ça, pour avoir une seule personne qui s'occupe de 14 personnes comme ma maman. Je me dis, mais il est là le scandale, Et comment tu fais, Daniel, toi, pour pas craquer ? En toute sincérité. Je ne sais pas. J'ai la chance d'avoir un boulot sympa, malheureusement, bon, un peu moins en ce moment, mais je veux dire, j'ai moins de boulot. Moi, j'ai toujours été justement très occupée par mon travail. Je pense que vraiment, c'est ce qui m'a sauvée. Quand je dis que Cyril m'a sauvée, c'est parce que je suis arrivée à TPMP au moment où ça mais qui s'occupe de toi, Daniel ? Toi, tu t'occupes de ta maman. Je me dis, il y a des gens qui, en plus, sont dans ma situation, mais soit n'ont pas un boulot sympa, soit n'ont pas de boulot du tout. Donc, c'est pour ça que je m'estime aussi, et c'est sans doute ça qui me fait tenir. Et puis voilà, quand elle sourit, quand elle a l'air heureuse, c'est ma récompense aussi. Donc je me dis, allez, mais toi, je continue. tu t'oublies dans toutes ces histoires.
je m'oublie, je sors quand même pour travailler. Bon, c'est vrai que par exemple, oui, je m'oublie parce que j'ai une maladie de cœur assez grave. C'est bien que j'aille à la piscine, j'adore ça et ça me faisait du bien. Et je ne peux plus y aller parce que, en fait, il faut penser à un truc, c'est que par exemple, j'ai eu un moment où j'avais les moyens de me payer des piscines de palace. C'était mon petit luxe, j'allais dans une très belle piscine. Évidemment, maintenant, c'est plus le cas, mais ma piscine municipale à côté de chez moi est très bien aussi. Je me suis habituée, sauf que ça coûte 2,60 €. C'est très très peu cher. Mais en fait, moi, ça me coûte 80 € d'aller à la piscine. Parce que les heures d'aide à domicile, quand je vais à la piscine, c'est 75 € parce que j'ai besoin de 3 heures pour y aller, pour revenir. Donc, en fait, on calcule comme ça quand on a une aide à domicile tout le temps. Rien à voir, si. Mais du coup, quand tu nous expliques qu'aujourd'hui, l'émission donc TPMP, aujourd'hui TBT9, c'est ton moment de... Ah oui, moi là, quand je pense... le mieux, c'est quand j'arrive à ne pas regarder la caméra, parce que j'ai mis des caméras au début de sa maladie, parce qu'en fait, Alzheimer, le premier point noir, c'est quand c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'ils s'en vont. Donc moi, la première fois où je me revois très bien monter mes 4 étages et voir la porte entrouverte, je me dis, tiens, est-ce que c'est un voleur qui a assommé ma maman ou je sais pas quoi, je rentre tout doucement et c'est 42 mètres carrés, on a vite fait le tour, il y a personne. Je redescends et je la vois en robe de chambre dans la rue. Bon, là, je me suis dit, là, c'est le début de la fin. Et je me suis dit, c'est peut-être exceptionnel. Et puis une deuxième fois, une troisième fois. Et toi qui as libéré la parole sur les plateaux, etc., tu parles de ta mamie. De ta maman, pardon. Ouais. Et il y a personne qui vient te soutenir, t'as pas de message, t'as personne qui t'a appelé, etc. Non, alors la seule chose qu'on nous propose, parce qu'il y a des associations, il y a des gens dévoués parfois, mais moi, à chaque fois que j'ai appelé, j'aurais voulu des réponses concrètes. Un truc tout bête, mais j'ai demandé à des pharmaciens de ça. Je dis, mais comment je fais pour laver les dents de ma maman alors qu'elle me mord? Moi, un jour, j'ai eu au poignet, mais on pouvait compter ses dents, quoi. Elle m'a mordu jusqu'au sang. Et quand je lui montre et je lui dis, maman, t'es pas gentille, elle parlait encore à l'époque, elle dit, mais c'est pas moi. On peut pas leur en vouloir. Mais ils vous font très très mal. Donc moi j'aurais besoin de ces réponses-là, mais personne ne peut me les donner en fait. Comment vous faites? Alors maintenant je vais vous la donner si vous avez ce cas-là. J'ai trouvé le MacGyver de l'Alzheimer toujours là. En fait, je me suis dit je vais mettre des gants de toilette, c'est-à-dire que je lui lavais les dents avec mes gants de toilette, comme ça si elle me mordait, elle me faisait pas mal parce que et elle se faisait pas mal à elle non plus. Et voilà, moi je me dis il faudrait éditer des petits guides comme ça avec des petits trucs, parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'on nous propose une heure de psychologue. Souvent quand j'appelais les associations, ils me disaient oh là là, ça doit être très dur pour vous. Vous avez droit à une heure de voir un psy. C'est bien, ça peut aider certaines personnes, mais moi je leur disais non, moi j'ai besoin juste de réponses concrètes. Comment je fais avec une personne qui veut me faire du mal, alors que c'est la personne que j'aime le plus au monde et que je suis la personne qu'elle aime le plus au monde, qui veut me faire du mal, quoi. Et ça, on n'est pas prêt. Bien sûr. C'est dur quand même d'entendre ça. On se dit franchement c'est honteux. En vrai, je comprends Gérald de ce qu'il disait tout à l'heure. C'est la honte pour la France. Pardonnez-moi, monsieur le député, mais c'est pas vous. Mais en vrai, c'est la honte pour la France de voir Daniel en train de pleurer, de savoir que c'est une souffrance comme ça. Et moi, j'ai travaillé avec Daniel pendant des années, pendant 6 ans. Je l'ai vu dans les couloirs pleurer. Et on n'a pas conscience. On n'a pas conscience du drame aujourd'hui et du poids que ça peut avoir aujourd'hui sur ses épaules à une femme seule de 62 ans. C'est dramatique, c'est la honte. La vérité, c'est la honte. Et je comprends les gens aujourd'hui qui disent ok, je paye des impôts, mais quand vous voyez que vous arrivez à avoir elle a même pas de réponse. Enfin, personne. Franchement, c'est la honte. Vous comprenez oui, je comprends. Cette souffrance. La souffrance, je la comprends. Maintenant, moi, je pense, c'est la même chose des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Oui. Qui se retrouvent seuls avec un gamin qui a des troubles autistiques. Je suis d'accord avec vous. Alors, il n'y a pas de cas à comparer. Ouais. C'est un concours. C'est pas un concours, en effet. Mais en vrai, quand vous êtes parent et que vous avez 40 ans, 45 ans, vous avez encore, j'ai envie de dire, alors c'est terrible, mais un peu de force physique. Oui, Daniel, aujourd'hui, à 62 ans, elle n'a pas la même force physique qu'un parent moi, je suis cassée de 45 partout, ans. J'ai mal au bras. Je veux dire. L'autre jour, on a fait un lancer de je sais pas quoi. Non, il fallait taper sur un marteau. J'ai fait 0. Et je me suis aperçu qu'en fait, pourtant, je suis corpulente, on pourrait dire que j'ai de la force. Je n'arrivais même plus à taper. Alors tout le monde a rigolé, ça a fait un petit gag. Et en fait, je me suis dit, mais c'est parce que j'ai plus de force dans les bras, parce qu'à force de la soulever, voilà, et tout ça parce que. Quand ils ont annoncé la fermeture de C8, Daniel. Parce que ça a été un moment difficile pour toi, parce que comme cette émission pour toi c'était... Bon, après tu as dû être heureuse parce qu'ils ont annoncé donc l'ouverture de TBT9, mais quand ils ont annoncé la fermeture de C8, comment tu l'as vécu toi?
Je me suis dit que voilà, mon échappatoire s'arrêtait pour l'instant, que c'était tellement injuste et il y a des dommages collatéraux. Je pense qu'ils ont voulu faire du mal à Cyril et moi je me suis retrouvée pendant 4 mois là vraiment à donner que la soupe à ma maman, à plus avoir de boulot tellement injustement. Alors il y a plein de gens qui sont au chômage et le chômage c'est terrible, mais là déjà il y avait quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était une injustice de fermer C8 et voilà, j'étais un dommage collatéral qui est... Si tu te sens seul, Daniel, appelle-moi, je te donnerai mon nom. Non, alors justement, et je voulais parler alors là, la douleur humaine, vous la comprenez, et il y a beaucoup de gens qui la vivent, mais il y a des choses qui, en fait, je me dis, mais c'est tellement dur ce que je vis humainement, on ne devrait pas avoir le droit de nous ajouter des choses tellement injustes. Je parlais des vacances tout à l'heure, donc ma maman, et il y a par exemple des gens qui sont malades mais qui peuvent aller voir leurs enfants pendant un mois et demi quelque part. Non, surtout pas un mois et demi, parce que moi, avant de trouver cet infirmier libéral, j'avais la SIAD Croix-Rouge, c'est une association, et vous dites Croix-Rouge. Pour moi, c'est des gens, vous voyez, qui sont... Alors, c'est encore une fois, c'est pas une question de personne, c'est une question d'organisation, de je ne sais pas. En fait, comme on est parti 1 mois et demi, si on part plus d'1 mois, on est radié. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus droit à l'infirmier tous les matins de la SIAD Croix-Rouge parce que j'avais osé partir en vacances avec ma maman plus d'1 mois. C'est-à-dire que toute l'année, elle respire pas l'air. Là, je pouvais lui faire respirer l'air de la mer pendant 1 mois et demi, mais j'ai été punie, en fait. On passe aux questions flash and cash. On va essayer d'aller vite. Des questions... Voilà, les rapide, questions flash efficace, et cash. Réponse simple, question simple sans filtre. Joël Aviragnier, si vous deviez donner un adjectif pour qualifier Emmanuel Macron, ce serait quoi ? Le député que je suis ne va pas répondre. Ah bah si, allez, sans langue de bois ici. Quel naufrage. Ok. Daniel Moreau, si vous deviez donner un adjectif pour qualifier Cyril Hanouna, ça serait quoi ? Mon sauveur. C'est pas un adjectif, mais... Ton ange gardien. Voilà, mon ange gardien. Joël Aviragnier, pensez-vous qu'il faut ouvrir un débat sur l'exécution provisoire ? Non. Daniel Moreau, un peu de politique fiction. Si demain vous êtes présidente de la République, c'est quoi votre première décision ? Trouve un mec. La drague obligatoire partout. La drague hors taxe. Pas de taxe sur la drague. Voilà. Joël Aviragnier, vous pensez que le budget va réellement être voté ou on est dans une impasse ? Il sera voté. Amen. Alors, on se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Merci à Daniel Moreau. Merci Joël Aviragnier, député PS de Haute-Garonne. C'était une émission très touchante. Merci à vous deux d'avoir parlé en toute sincérité, sans langue de bois et sans tabou. On se retrouve donc demain à 20h sur Sud Radio. On reçoit demain, alors attention, le débat, Franck Tapiro en face de Thomas Guénolé. C'est une émission, je vous explique, je me prépare psychologiquement. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, mon ami, le talentueux producteur que j'aime d'amour, acteur Alex Good. Voilà, à demain soir. Alex Good, ce serait une bonne émission. À demain. Good. Oh là là, good. À demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.